Une scène inédite hier, Isabelle, un véhicule de police qui a été volé carrément par quelqu'un qui passait par là, puis Ben, il c'était s'est un homme retrouvé, de ouais. 28 ans, ouais, fortement intoxiqué. C'était sur l'avenue Papineau, la rue Sainte-Catherine-Est. Le jeune homme a réussi à prendre l'auto de police et à se rendre jusqu'à Verchères. Avec ça, c'est plusieurs kilomètres, une quarantaine de kilomètres en poursuite policière, en chasse à l'homme. C'était devant le poste de quartier 21. Quelle histoire sortie d'un film de Rapide et Dangereux ou de Grand Theft Auto qu'on parlait ce matin. Yes. C'est quelque chose qui est absolument hors du commun. C'est le sujet qui a fait réagir aujourd'hui. Pas si hors de commun que ça, ceci dit, parce que Stéphane Wall, notre invité conjoint à l'instant, superviseur retraité du SPVM spécialisé en usage judicieux de la force, un ancien consultant d'ailleurs en poursuite automobile, nous dit que c'est pas la première fois justement que ça arrive. Stéphane Wall, vous avez vu ça plusieurs fois dans votre carrière, des autopatrouilles être volées par des citoyens. Je dirais que dans les 30 dernières années, il y a peut-être eu 5 vols de véhicules patrouilles. Là, j'ai bonne mémoire. Là. Ça arrive une fois tous les 3, 4, 5 ans que ça va être médiatisé, là, qu'il y a quelqu'un qui s'est emparé d'un véhicule, puis ça finit en poursuite à chaque reprise ou presque. Comment on explique ça? Parce que vu de l'extérieur, on se dit, ben, on ferme le véhicule, on ferme la porte. Comment on explique qu'il y en ait quelques-uns qui se glissent comme ça aux 3-4 ans? Ben oui, en théorie, c'est vraiment des cas exceptionnels, mais les policiers, exemple, patrouillent sur Papineau, Sainte-Catherine, soit qui ont un appel au 911 et c'est très, très urgent, ils sortent du véhicule très rapidement pour aller couvrir un appel, ou ils voient quelque chose dans la rue, sont obligés de sortir rapidement du véhicule puis d'aller interpeller ou de séparer des gens qui se battent, exemple. Il y a une urgence, donc ils sont comme focusés sur ce qui se passe devant eux, puis ils oublient de fermer le véhicule. Donc, les gyrophares, des fois, vont être en action. La clé, la fonction, la clé est encore dans le contact. Et on s'entend que Papineau-Sainte-Catherine, il y a beaucoup de toxicomanes, il y a beaucoup de problématiques de santé mentale. C'est peut-être pas le bon endroit là, pour laisser un véhicule accessible, parce que ça peut inciter des gens à se payer un petit, ce qu'on appelle en anglais une joyride ou d'utiliser ce véhicule-là pour avoir une belle expérience. On se posait la question avec Félix Séguin ce matin puis Alexandre Dubé. Est-ce qu'il n'y a pas un protocole justement de clé? Là, on fait telle manœuvre, il y a quelque chose à faire avant de fermer le véhicule? Ben, encore là, c'est toujours une question. Oui, il y a un protocole. Il faut que tu barres ton véhicule. Il faut que tu fermes les gyrophares quand c'est possible. Idéalement, si tu un policier qui peut avoir un œil sur les véhicules dans des endroits un peu plus stratégiques, à risque. C'est toutes des choses qu'on va essayer de faire, puis que 99,99% du temps, les policiers descendent de leur véhicule à peu près, je sais pas, 40 000 fois par année, puis ça arrive une fois à toutes les 3, 4, 5 ans. Donc, c'est une erreur d'inattention. Il y a quelque chose qui a attiré l'attention probablement des policiers, puis malheureusement, il y en a un qui en a profité. Est-ce qu'il y a des règlements? Parce qu'après, il y a eu la chasse à l'homme, la poursuite policière. Est-ce qu'il y a des règlements par rapport à ça? Oui, en fait, les poursuites policières sont encadrées différemment d'un service de police à l'autre. Donc, exemple, pour le SPVM, il faut qu'il y ait une vie en danger pour être capable de poursuivre une poursuite, de maintenir une poursuite. Le superviseur de quartier, moi, c'est un peu ce que j'ai terminé ma carrière comme superviseur de quartier. Il doit prendre en compte, est-ce qu'il y a une vie en danger? Quelles sont les conditions routières? Quel est l'environnement sur que le véhicule circule? Est-ce qu'il y a plus de risques pour de laisser aller la poursuite ou de ne pas la laisser aller? Donc ça, le superviseur doit analyser ça en fonction de tout le contexte et se poser la question, s'il y a une vie en danger, on va la maintenir. Et ce qu'il faut dire dans le cas des poursuites, c'est que plus la poursuite perdure dans le temps, plus que c'est dangereux parce que les freins commencent à surchauffer. La vitesse fait en sorte que les gens qui sont peut-être intoxiqués, même les policiers à l'arrière qui poursuivent, à un moment donné, c'est que tu deviens un peu comme omnibulé ou un petit peu en adrénaline, un surplus d'adrénaline qui fait que peut-être que tu verras pas certaines choses, tu vas être plus en vision tunnel, tu verras peut-être pas une menace. Donc, plus ça dure, plus que c'est dangereux et c'est important de mettre fin à une poursuite le plus rapidement possible.
Ben, puis dans le cas qui nous occupe hier, là, jusqu'à Verchères, c'est plusieurs kilomètres. C'est quoi? C'est une quarantaine de kilomètres. C'est beaucoup. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions éventuellement qu'une poursuite policière, là, de vraiment filer à toute allure dans l'espoir d'attraper le criminel? Ben, comme je disais tantôt, les mesures, en fait, les directives sont différentes d'un service de police à l'autre. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a la police du futur qui s'en vient, puis la police de Vancouver, entre autres, vient d'acheter des drones qui vont faire en sorte, qui vont être répartis un peu partout dans la ville, qui vont faire en sorte que le drone va être envoyé, par exemple, quand il y a un appel au 911, au moins en reconnaissance d'une scène pour voir un peu avant que les policiers arrivent, donner des yeux aux policiers avant que les policiers arrivent. Mais ces drones-là pourraient être utiles aussi dans le cas de poursuite. Donc, un véhicule policier qui poursuit, par exemple, un véhicule qui refuse de s'immobiliser, c'est dangereux, mais il n'y a pas nécessairement tout une mise en danger, mais un drone pourrait venir prendre la relève et s'assurer de faire une intervention planifiée avec les policiers pour qu'ils interviennent, exemple, quand le conducteur va sortir de son véhicule. Donc, on va le voir dans les prochaines années, de plus en plus de corps de police équipés de drones. Parce que là, hier, donc, on a cet homme intoxiqué qui vole un véhicule de police, puis bon, je comprends que les policiers sont peut-être un peu insultés, un peu tough guy, là, ils veulent le poursuivre, etc. Je suis quand même un peu surpris. Je lisais ce matin qu'il y avait 25 autopatrouilles qui avaient participé à la chasse. Je me dis, pourquoi... Coudon, laissons-le partir. On le retrouvera l'auto. Je veux dire, mettre 25 voitures à 150 km/h, c'est plus dangereux qu'une. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde ça de loin et qui dit, coudon, c'est un peu fou, dans le fond, là, d'avoir déployé autant d'effectifs puis autant de, justement, de véhicules là, qui roulent à très grande vitesse. Il y a beaucoup plus de dangerosité quand il y a plus de véhicules que quand il y en a un seul. Comment vous analysez ça de votre côté, M. Wong? Ben, c'est sûr qu'il y a des risques associés. Plus tu as de véhicules impliqués, comme je le disais tantôt, plus que ça dure longtemps, plus qu'il y a des risques, parce que le fuyard, lui, qui roule à 150, 170 km/h, il fait pas ses stops, fait pas ses rouges, il peut croiser un citoyen, il peut avoir un accident. Fait qu'il y a des risques, ça, c'est certain. Puis c'est pour ça que ça fait longtemps, ça fait 25 ans que le sujet des poursuites revient périodiquement puis que dans l'actualité, puis que les normes ont été resserrées. Hier, quels étaient les motifs pour que le superviseur ou le commandant en devoir décide de maintenir? Ça, on n'a pas l'information. Est-ce que c'était quelqu'un qui était en crise puis qui avait menacé? Est-ce que c'est quelqu'un qui représentait un danger pour quelqu'un qu'il fallait absolument arrêter? Ben ça va être étudié par un comité des poursuites, puis ils vont décider si la poursuite était justifiée ou pas. Il y a pas un peu de bravade aussi dans les policiers, là, rah, je vais aller vite, tough guy, tu sais, je veux dire, on les connaît, nos policiers, il y a un peu de ça parfois, non? Ben, ça fait partie des policiers. Si tu n'as pas ces qualités d'action-là, tu n'es pas policier. Ça prend des policiers qui sont capables d'essayer de pourchasser les criminels, mais de faire l'équilibre entre est-ce que c'est plus risqué ou moins risqué, à quelle place que moi j'arrête parce que c'est rendu trop dangereux, est-ce que ça vaut la peine? Exemple, si c'est un crime qui est pas grave, ben on va laisser tomber la poursuite. Si c'est un crime qui est plus grave, qu'il y a un danger pour la vie, ben là, on va continuer. C'est une analyse constante à faire, puis il y a des grades aussi qui regardent ça pour décider si on le fait ou si on maintient ou pas. Jimmy est au téléphone. Jimmy, vous avez vu, vous, des autos de police accessibles près de chez vous? Ben, en fait, c'était pas près de chez moi, mais j'étais arrêté à une halte là, pour recharger mon véhicule. Et il y avait un véhicule, il y avait une voiture de police qui était là. En fait, il y avait 2 voitures de police avec aucun policier de proche. Puis il y avait un des 2 véhicules là, que le moteur tournait. Moi, j'ai le temps de la recharge, là, j'ai vu aucun policier là, se présenter, quoi que ce soit. Là, je sais pas, j'imagine les portes devaient être barrées, là, je sais pas, j'ai pas vérifié les portières, mais il y avait quand même pas de policier. Puis c'est pas la première fois là, que je voyais des véhicules comme ça avec le moteur qui tournait. Même je me demandais là si c'était pas une politique là qui était en vigueur, comme quoi que les policiers ils pouvaient laisser tourner leur véhicule comme ça sans surveillance. Vous dites le temps de la recharge, donc ça c'est à peu près combien de temps? Ah, au moins, là, j'ai fait une petite recharge rapide, là. C'était 10-15 minutes environ. Stéphane Waltz, vous expliquez ça comment, ce que nous dit notre auditeur? Ben, c'est difficile parce que j'étais pas sur place. Est-ce que les policiers avaient un visuel sur leur véhicule à distance qui permettait d'intervenir sur une intervention? Mais il y a une chose est certaine,
c'est que des fois, le véhicule patrouille va continuer de rouler. Pourquoi? Parce que pendant une intervention qui peut durer entre 15 minutes, 1 heure dans une maison, exemple, dans un bloc appartement, lorsqu'on va fermer le moteur, ben ça se peut que les appareils, la batterie soit pas capable de repartir après. Donc, surtout l'hiver, on va laisser tourner les véhicules pour que toute la technologie fonctionne quand on revient. Parce que sinon, il peut y avoir des baisses de pression, des baisses de tension à cause de la demande énergétique. Ouais. Puis là, ben, quand tu rembarques dans ton véhicule, ben, le véhicule démarre pas. Puis là, t'es un policier, t'es supposé être capable de te déplacer rapidement, mais là, ce qui va venir à ta place, ça va être une remorque. C'est quoi les conséquences maintenant de prendre comme ça un véhicule de police de façon illégale, poursuite policière ensuite? C'est quoi les conséquences pour ce jeune homme de 28 ans? Isabelle, elle veut savoir si elle devrait la prochaine fois saisir l'opportunité. Non, c'est juste que je me dis, s'il n'y a pas assez de conséquences, il y a quelqu'un d'autre qui va recommencer. Ben encore là, on ne connaît pas l'état d'esprit du sujet hier. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale? Es-tu conscient de ce qu'il a fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui était intoxiqué? C'est de la prison il ou y a c'est des une simple accusations. amende ou qu'est-ce qu'on... Ben, ça dépend de son dossier judiciaire, ça dépend de ses antécédents. Est-ce qu'il pourrait être accusé de... Ben, ultimement, oui, parce que ça peut être un vol de véhicule, ça peut être une agression armée. Dans son cas, à lui, il a endommagé, il a foncé probablement on parle de Papineau-Sainte-Catherine, il a foncé sur des objets fixes. Est-ce qu'il y avait des citoyens à côté? Est-ce qu'il aurait pu frapper des citoyens? Est-ce qu'il a mis en danger le public? Est-ce qu'il a causé certaines blessures lors de sa fuite? Ben, ça, c'est toutes des choses qu'on ne sait pas, mais il pourrait avoir une carrière d'accusation, dont agression armée. Question sur la messagerie. Est-ce qu'il y a des armes à feu dans les valises d'autopatrouille? Dans les valises, ben les policiers ont toujours une arme à feu à la taille, les policiers patrouilleurs. Il y a certains postes de quartier qui ont des armes longues aussi, qui sont là pour venir équiper, donner un niveau de force supplémentaire en attendant les groupes d'intervention spécialisés. Donc, ça peut être dans le véhicule. Fait que si on vole un véhicule, ça se peut qu'on se retrouve en possession d'armes et d'autres dispositifs là, de la police. Là. Dans certains véhicules, il y a différents dispositifs, dont certaines armes, mais pas dans tous les véhicules. C'est vraiment des véhicules, c'est exceptionnel. Là. Fait que faut pas voler un véhicule en se disant, je vais trouver une arme. Est-ce que, question d'auditoire toujours, est-ce que ça prendrait pas un système qu'on appelle un kill switch, un système qui éteint le véhicule à distance pour que ça arrête de fonctionner et de rouler? Puis probablement que vous allez recevoir un invité, je pense tantôt, Francis Côte, qui est un ami. Francis, il est très féru en technologie. Donc, je pense que ça va être à lui que vous allez pouvoir adresser la question. On fait des liens entre nos invités, Stéphane Wall. J'apprécie la passe sur la palette. Merci beaucoup, Stéphane. On rappelle que vous êtes superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force et en plus un ancien consultant en poursuite automobile. Merci d'avoir été avec nous.